Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, aujourd'hui, comment dirais-je Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aurais aimé aborder il y a quelque temps. J'ai un peu procrastiné sur le sujet, avec la chaleur et la fatigue. On a quand même un été très chaud. Et ce sujet, j'allais dire qu'il est lié à ça. Bah, il est lié à presque ça. Je ne sais pas si vous voyez certaines images de Lénine. Alors, ce n'est pas une casquette de cheminot, malheureusement. Mais voilà, vous savez, certes, sur les images, vous pouvez voir parfois des photos de Lénine où il a sa fameuse casquette de cheminot, puisque celui-ci s'est fait passer pour un ouvrier de chemin de fer dans son épopée révolutionnaire à un moment donné de sa vie. Bref, le sujet n'est pas Lénine. J'en parle quand même, hein, parce que quand on parle d'un point de vue communiste, on parle de Lénine, de Marx, de Jaurès, de tout ce petit monde. La ref était à placer quelque part. Mais on va parler de train. Tant qu'à parler de cheminot, oui, je sais, c'est pas une casquette de cheminot, on va parler de train, et on va parler d'une deuxième chose, c'est que je ne suis pas le plus anglophile des hommes. Mais sans aller jusque-là, en hommage, A rise, a victim of oppression, la 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 la. Eh bien, en réalité, nous allons parler de deux choses. Brexit, Frexit, bah, je veux dire, souveraineté, et renationalisation dans le domaine du ferroviaire. Puisque nous allons parler d'un article du PRCF sur la Grande-Bretagne qui renationalise ses trains, l'Union européenne qui privatise les nôtres. Ce qui s'intitule La Grande-Bretagne renationalise ses trains, l'Union européenne privatise les nôtres. Ouais. Je voulais en parler il y a deux ou trois semaines pour faire suite à cet article du PRCF. Et là, ça fait plus d'un mois que l'article a été. Enfin, oui, ça fait plus d'un mois que l'article a été pondu. Mais on va en parler parce que malheureusement, voilà. Tout ça pour dire, on nous bassine avec le Frexit, avec le Brexit, souvent avec le Brexit pour disqualifier le Frexit. Bon, il faut comprendre aussi que la France et l'Angleterre, c'est pas le même pays. Et qu'ils n'étaient pas vraiment autant dans l'Union européenne que nous. Donc on est encore plus dans la mouise avec l'Union européenne. Donc voilà. Mais c'est un article du PRCF qui date du 26 mai 2025 et qui s'intitule « La Grande-Bretagne renationalise ses trains, l'Union européenne privatise les nôtres ». Lecture. La Grande-Bretagne renationalise ses trains, l'Union européenne privatise les nôtres. En novembre 2024, le Parlement britannique a approuvé une loi portée par le gouvernement travailliste de Keir Starmer pour ramener les opérateurs ferroviaires privés dans le giron public. Cette réforme, obtenue sous une très forte pression populaire, vise à regrouper les opérateurs sous une entité publique nommée Great British Railways, à l'expiration de leur contrat d'ici 2027, ou plutôt en cas de mauvaise gestion. Le réseau ferré est déjà géré par Network Rail, une entité publique depuis 2002, et plusieurs opérateurs, 4 sur 14 en Angleterre, ainsi que ceux en Écosse et au Pays de Galles, sont revenus sous contrôle public. C'est le mouvement exactement opposé à celui qui se déroule actuellement en France sous les ordres de l'Union européenne. Donc, en novembre 2024, le Parlement britannique a approuvé une loi portée par le gouvernement travailliste de Keir Starmer
pour ramener les opérateurs ferroviaires privés dans le giron public. Cette réforme, obtenue sous une très forte pression populaire, vise à regrouper les opérateurs sous une entité publique nommée Great British Railway à l'expiration de leur contrat d'ici 2027 ou plutôt en cas de mauvaise gestion. Le réseau ferré est déjà géré par Network Rail, une entité publique depuis 2002, et plusieurs opérateurs, 4 sur 14 en Angleterre, ainsi que ceux en Écosse et au Pays de Galles, sont revenus sous contrôle public. C'est le mouvement exactement opposé à celui qui se déroule actuellement en France sous les ordres de l'Union européenne. C'est le mouvement exactement opposé à celui qui se déroule actuellement en France sous les ordres de l'Union européenne. Privatisation, libéralisation, la catastrophe annoncée s'est produite sans surprise. Privatisation, libéralisation, la catastrophe annoncée s'est produite sans surprise. La privatisation a été lancée sous le gouvernement conservateur de John Major avec le Railways Act. La privatisation a été lancée sous le gouvernement conservateur de John Major avec le Railways Act de 1993, entrant en vigueur entre 1994 et 1997. La privatisation a été lancée sous le gouvernement conservateur de John Major avec le Railways Act de 1993, entrant en vigueur entre 1994 et 1997. British Rail, l'opérateur public créé en 1948 lors de la nationalisation, a été démantelé en une centaine d'entités privées, incluant Railtrack pour l'infrastructure, privatisée en 1996, renationalisée en 2002 sous Network Rail après les défaillances, 25 franchises pour l'exploitation des services voyageurs attribués à des opérateurs privés, et des sociétés pour le matériel roulant, Roscos, et le fret, également privatisés. Les idéologues capitalistes avaient vendu ces privatisations sous le prétexte d'une meilleure efficacité. Les idéologues capitalistes avaient vendu ces privatisations sous le prétexte d'une meilleure efficacité, prétendument sous la pression de la concurrence, mais aussi d'économies pour le budget public. Au démarrage, les capitalistes, qui ont racheté pour une bouchée de pain les lignes, ont versé quelques investissements permettant l'introduction de trains plus rapides ou l'électrification de certaines lignes, mais les usagers ont très vite déchanté. Au démarrage, les capitalistes qui ont racheté pour une bouchée de pain les lignes ont versé quelques investissements permettant l'introduction de trains plus rapides ou l'électrification de certaines lignes, mais les usagers ont très vite déchanté. D'abord, la privatisation fait exploser les prix. Les tarifs ferroviaires britanniques sont parmi les plus élevés d'Europe. Depuis 2010, les billets annuels ont augmenté de 27% et les Britanniques consacrent 14% de leurs revenus au transport, contre 2% en France. Un sondage de 2024 indique que 77% des usagers jugent les billets trop chers. Ensuite, il y a des retards, des trains supprimés. Le service privatisé est catastrophique. Les performances des opérateurs privés sont apparues inacceptables, très en dessous de ce que permet le service public, avec des retards fréquents. 51% des usagers s'en plaignent en 2024. Et des annulations récurrentes, notamment sur des lignes très fréquentées comme Londres-Brighton. Ensuite, évidemment, privatisation des bénéfices, mais socialisation des coûts. Les subventions publiques ont explosé, passant de 2 milliards de livres dans les années 1980 à 11,9 milliards de livres entre 2022 et 2023, soit la moitié des revenus du secteur. Un rapport de 2013 note que les dépenses publiques ont été multipliées par 6 depuis 1993. Une terrible illustration du capitalisme monopoliste d'État dans ses œuvres. Autre point, privatisation
Attention, danger. Les premières années de la privatisation ont été marquées par des accidents graves. Hatfield, en 2000, 4 morts. Southall, Ladbroke Grove, attribués à un mauvais entretien des voies et une fragmentation excessive du système. La dégradation terrible du réseau induite par sa privatisation et donc la recherche constante d'économies pour augmenter le profit ont conduit à sa renationalisation en urgence, avec la création d'une société publique regroupant l'ensemble du réseau Railtrek en 2002. Grève des trains en hausse. Les conditions de travail et la hausse des prix ont provoqué de nombreuses grèves, notamment dans le sud de l'Angleterre. 33 jours de grève en un an en 2016. Le mécontentement des usagers et des syndicats a renforcé la demande de renationalisation. Le mécontentement des usagers et des syndicats a renforcé la demande de renationalisation. Enfin, une jungle rendant impossible les déplacements en train. La division du système en multiples entités privées a entraîné des problèmes de coordination, des surcoûts et une perte d'expertise, rendant le système dysfonctionnel selon le rapport William Shapps de 2021. Alors que la Grande-Bretagne vient de sortir de l'Union européenne avec le Brexit, elle se libère également de ces directives européennes imposant la libéralisation et la privatisation du rail, qui interdisaient de facto la possibilité d'une renationalisation. Durant la crise Covid, la Grande-Bretagne est obligée d'injecter 14 milliards d'euros dans ses compagnies privées. Les Britanniques sont désormais plus de 2 sur 3 à exiger une renationalisation. Sous la pression, le gouvernement de Keir Starmer, excusez-moi, je vérifie un truc parce qu'ils l'ont peut-être pas orthographié correctement sur le journal. Keir Starmer, oui, c'est pas Keir Starmer, c'est Keir Starmer. Sous la pression le gouvernement de Keir Starmer est obligé d'engager une renationalisation partielle qui ne concerne cependant que le transport des voyageurs, mais pas le transport des marchandises ni le matériel roulant. 4 opérateurs privés sur 14 sont déjà repassés sous contrôle public en sanction de leur très mauvaise performance. Ce 25 mai 2025, c'est la première nationalisation directe qui est en revanche engagée avec le passage sous le giron public de South Western Railway, qui s'intègre ainsi dans la compagnie publique Great British Railway. En France, les cheminots rit de cette nationalisation. En France, les cheminots rit de cette renationalisation dont il faut expliquer cependant les causes. En France, notre SNCF libéralisé et privatisé par l'Union européenne. En France, à l'issue du quatrième paquet ferroviaire de directives européennes, la privatisation est en réalité largement réalisée. Le réseau a été séparé sous la gestion de RFF, les gares privatisées dans l'entité Gares et Connexions. Les lignes régionales sont vendues à la découpe par les régions, en particulier par les exécutifs PS-ELV. En Aquitaine, appliquant les directives de l'UE, l'exécutif PS-PCF lance la privatisation des trains TER par la mise en concurrence en 2027, et les opérateurs privés s'installent sur les grandes lignes. L'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire des voyageurs, effective depuis l'année... L'ouverture à la concurrence des transports ferroviaires de voyageurs, effective depuis décembre 2020 pour les grandes lignes et progressive pour les TER et intercités, imposée par l'Union européenne, a installé d'une part plusieurs compagnies privées. D'autre part, elle a fait passer la SNCF d'un établissement public exclusivement de services publics à une entité commerciale. Certes, ces capitaux ne sont pas encore privés, mais la logique est en place et dans l'attente de l'occasion, comme pour GDF puis EDF, de parachever la privatisation. Pour ce faire, le statut des cheminots a été mis en voie d'extinction.
Actuellement, 4 opérateurs privés ou publics non SNCF exploitent ou ont déjà des projets confirmés pour des services de transport de voyageurs sur le réseau ferré national français. Ces opérateurs sont principalement actifs sur les grandes lignes, en mode open access, ou sur des lignes régionales via des appels d'offres. Actuellement, 4 opérateurs privés ou publics non SNCF exploitent ou ont des projets confirmés pour des services de transport de voyageurs sur le réseau ferré national français. Ces opérateurs sont principalement actifs sur les grandes lignes, en mode open access, ou sur des lignes régionales via des appels d'offres. Donc on a Trenitalia France, filiale de Trenitalia, opérateur national italien, Paris, Lyon, Milan. Depuis décembre 2021, Trenitalia opère des trains à grande vitesse Frecciarossa 1000, avec 2 allers-retours quotidiens entre Paris, Gare de Lyon et Milan, avec des arrêts Lyon-Pardieu, Chambéry et Turin. En 2024, la fréquence est passée à 3 allers-retours par jour et un aller-retour supplémentaire Paris-Lyon a été ajouté sans prolongement vers l'Italie. Renfe, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, opérateur national espagnol. Depuis juillet 2023, Renfe opère des trains à grande vitesse AVE avec un aller-retour quotidien desservant Aix-en-Provence, Avignon, Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan, Barcelone et Saragosse. Lyon, Barcelone également depuis juillet 2023. Un aller-retour quotidien dessert Valence, Nîmes, Montpellier, Narbonne et Perpignan. Barcelone, Toulouse, annoncé pour 2025, cette ligne est en préparation. Transdev, opérateur privé français, filiale de la Caisse des dépôts, c'est l'illustration de la volonté publique idéologique et artificielle d'installer de façon artificielle la concurrence, puisque Transdev est financé par l'argent public de la Caisse des dépôts, Marseille, Toulon, Nice, depuis le 29 juin 2025. Transdev exploite cette ligne TER à la suite d'un appel d'offres remporté face à la NCCF. Transdev exploite cette ligne TER à la suite d'un appel d'offres remporté face à la SNCF dans le cadre de l'ouverture à la concurrence en région Provence-Alpes Côte d'Azur. Cette ligne, qui transporte environ 10 millions de voyageurs par an, est la première ligne TER à être gérée par un opérateur privé en France. Nice, Digne-les-Bains, chemin de fer de Provence, Transdev exploite cette ligne à voie métrique qui n'est pas intégrée au réseau ferré national sous une délégation de services publics pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le train, opérateur privé, en phase de préparation avec une levée de fonds de 25 millions d'euros en 2024 pour acquérir du matériel roulant. Les services ne sont pas encore opérationnels en mai 2025. Bordeaux, Nantes, Rennes. Cet opérateur axé sur des trains à grande vitesse à bas coût prévoit de lancer des services en 2026 sur cet axe ouest, avec des rames Alstom, Avelia, Horizon, TGV M. Bordeaux-Arcachon, une ligne régionale, est également en projet. RATP et Keolis. Ces opérateurs, bien que liés à des entités publiques, RATP est public, Keolis est détenu à 70% par SNCF Participation, ont reporté des contrats pour les lignes tram-train en Île-de-France. Exemple, ligne T12 attribuée à Keolis/SNCF Voyageurs. Les désastres de la libéralisation du rail sont déjà là. Augmentation des prix des billets, privatiser la SNCF égale augmentation des tarifs et plus de retard, la preuve en chiffres. Oui, il y a un article et un autre article du coup sur le sujet que vous aurez en hyperlien. Accident, la sécurité ferroviaire ou l'eurodestruction de la SNCF, Bretigny, SNCF, effronterie irresponsable de la direction, encore des liens en description, mais aussi pénurie de trains. Lire ici, encore des liens en hypertexte, des hyperliens. Si des trains manquent, ce n'est pas la faute des cheminots si des trains manquent, ce n'est pas la faute des cheminots CGT, mais bien du patronat de la SNCF.
De fait, si l'installation de la privatisation avance de façon masquée encore en France, elle est freinée pour le moment par le manque de matériel roulant train. Le retrait précipité par la SNCF d'une part importante du parc de ces TGV qui aurait dû être exploité qui aurait dû être exploité encore plus d'une décennie peut, de ce point de vue, être compris comme une manière de faire une place pour installer ces opérateurs privés. Par ailleurs, Transdev s'est vu prêter des trains par la SNCF pour lancer son exploitation privée de la ligne Marseille-Toulon-Nice. L'opérateur avait pris des rames flambant neuves dans son appel d'offres, mais il n'en dispose pas. Sur les 16 rames prévues, seules 8 seront disponibles au lancement de l'exploitation le 29 juin 2025. Sur les 16 rames prévues, seules 8 seront disponibles au lancement de l'exploitation le 29 juin 2025. Pour pallier ce manque, Transdev louera 12 rames à d'autres régions françaises, via la SNCF qui exploite ces trains. 3 trams de type Régiolis ou Régio 2N, prêtés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, 8 rames prêtées par la région Grand Est, 1 rame prêté par la région Centre-Val de Loire. Une illustration aussi absurde que scandaleuse de cette mise en place contrainte et forcée de la concurrence, les syndicats SNCF dénoncent le prélèvement de matériel sur des régions déjà en déficit de trains. Alors quand vous allez entendre des sociodémocrates façon gauche, plus rien de genre façon gauche, plus rien du genre PS, ELV ou leur allié mutant du PCF pour se féliciter de la renationalisation partielle des trains en Grande-Bretagne, n'oubliez pas que ce sont les mêmes qui soutiennent de toute leur force l'Union européenne du capital et ont adopté puis transcrit ces directives européennes. Alors, quand vous allez entendre des sociodémocrates façon gauche PS, ELV ou leur allié mutant du PCF se féliciter de la renationalisation partielle des trains en Grande-Bretagne, n'oubliez pas que ce sont les mêmes qui soutiennent de toutes leurs formes l'Union européenne du capital et ont adopté puis transcrit ces directives européennes. Et pour ceux plus combatifs, qui à LFI ou au sein de la CGT portent avec sincérité l'objectif du retour du monopole du service public, d'une SNCF 100% publique, ainsi que pour l'énergie, etc., il est indispensable de les appeler d'urgence à la cohérence politique. L'Union européenne, il est indispensable de les appeler d'urgence à la cohérence politique. Union européenne et privatisation, libéralisation ou service public. Donc Frexit progressiste, il faut choisir. Il y a tout juste 20 ans, la France des travailleurs a d'ailleurs fait son choix en votant non à une écrasante majorité au traité européen. Il serait donc temps de revenir à la raison et à la démocratie. Et pour ceux plus combatifs qui à LFI ou au sein de la CGT portent avec sincérité l'objectif du retour du monopole du service public, puis du service public d'une SNCF 100% publique, ainsi que pour l'énergie, etc., il est indispensable de les appeler d'urgence à la cohérence politique. Union européenne et privatisation, libéralisation ou service public. Donc Frexit progressiste, il faut choisir. Il y a tout juste 20 ans, la France des travailleurs a d'ailleurs fait son choix en votant non à une écrasante majorité au traité européen. Il serait donc temps de revenir à la raison et à la démocratie. C'est bien aussi à cette question que s'adresse le rassemblement de ce 31 mai 2025 à Paris. Bon, alors, pour ce 31 mai 2025, c'est passé, puisque du coup, je devais la faire quand je devais la faire, enfin, je vais faire je vais faire cette vidéo depuis un moment, et la fatigue, et les examens aussi, j'imagine aussi, mais enfin, il y a pas de trucs qui sont passés, fatigue, chaleur. Mais, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, bon, je serais moins optimiste que le PRCF sur LFI. C'est-à-dire que critiquer le PS et ELV, évidemment. Hein, le PS et ELV, c'est par définition des traîtres. Enfin, en particulier ELV, il y a Europe dans leur nom, déjà. Le PS, bon, c'est la gauche Terra Nova, donc ils ont pas mal trahi. C'est François Hollande, c'est le travail. Bon,
Peut-être qu'on peut trouver 2-3 mecs bizarres qui pensent qu'ils peuvent faire un truc de gauche au PS, mais bon, voilà. Le PCF, eh bien le PCF, c'est plus ce qu'il était, évidemment, mais on peut peut-être trouver par-ci par-là 2-3 militants sincères, ou quelques courants type Emmanuel Danctran, qui sont eux souverainistes, comme le PRCF. Quant à LFI, je ne parierai pas là-dessus, hein. Faut voir. J'ai l'impression que le PRCF ne s'est pas renseigné sur ce que LFI est devenu, en fait, en termes de dégénérescence bourgeoise. Hein, le Mélenchon d'avant et d'après 2017, voilà, c'est pas le même. C'est devenu juste un petit opportuniste social-libéral de pacotille, Mélenchon. Hein, faut pas l'oublier. Euh, c'est pour ça que Kuzma s'est barré, par ailleurs. Hein. Kuzma, il avait rien à faire d'un truc d'intersectionnel aux cheveux bleus, dans lequel il mélangeait avec des islamistes et qui veut même pas sortir de l'UE et de l'OTAN. Euh, ouais. Quoi d'autre? Ouais, alors. Bon, il y a beaucoup de coquilles dans le texte, en fait, malheureusement. Hein. J'ai fait quelques erreurs J'ai dû parfois m'y remettre à plusieurs fois parce qu'il y avait quelques coquilles, quelques fautes d'orthographe. Bon, le PRCF a du mal parfois à se payer des correcteurs. Mais évidemment, ce qui est dénoncé, le train, c'est, comment dire, le rail, ça devrait être un monopole public, comme l'énergie. C'est un secteur stratégique. Bon, bon, je serais pour qu'il y ait plus que des monopoles publics. Vous savez, moi, je suis pour la nationalisation de toutes les grandes entreprises. Mais du point de vue stratégique, le rail, c'est quelque chose, hein, comme les banques et l'énergie et l'armement. Ça a une fonction, et les télécommunications par ailleurs, mais bon. Par ailleurs, et les autoroutes, ouais. Ça joue un rôle hautement stratégique, le rail. Il ne faut pas négliger le. En fait, tout ce qui est transport, tout ce qui est communication, tout ce qui est réseau, c'est extrêmement important à prendre en compte en termes d'enjeux stratégiques. Effectivement, là, ce qui est très intéressant dans cet article, c'est qu'on dénonce le fait qu'on ait une incohérence à gauche de gens qui veulent soutenir l'Union européenne parce qu'ils croient à l'Europe sociale, ce qui est une falaise absolue, et ben, les directives européennes qui sont par nature libérales, qui empêchent d'avoir des entreprises publiques, qui met en concurrence ce qu'on a dans ce qui nous reste d'entreprises publiques, qui s'acharnent à détruire services publics, outre le fait qu'elles s'attaquent à détruire la laïcité et à détruire tout ce qu'elles peuvent de souveraineté des États. Tout ce qui est république sociale, l'Union européenne veut le détruire. C'est très simple. Hein. C'est une entité qui n'a aucunement la fonction d'aider à co-construire des trucs entre les nations. Elle a seulement pour but de détruire les nations au service du grand capital. Donc, la Grande-Bretagne a pu plus facilement renationaliser des trucs. Alors, ça ne fait pas tout, hein, mais parce qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Hein. Là, on a exactement un cas aussi de tous les. On a un cas d'école de ce que fait le libéralisme quand on nous parle de réseau, de logique de réseau. Parce que quand on confie des réseaux, des réseaux, des réseaux de transport à du privé et qu'on met en concurrence des réseaux de transport, nos amis qui aiment bien nous parler de flux qui circulent pour vanter le libéralisme et le libre-échange, seulement c'est ce qui paralyse le transport, c'est aussi la mise en concurrence entre les réseaux de transport, parce que c'est des réseaux qui sont morcelés. Ah oui, il faut mieux que ce soit un État qui gère ça, parce que comme ça, vous êtes sûr d'avoir un truc dans lequel il y a une cohérence d'ensemble. Alors que si c'est vous n'êtes pas d'accord sur sur les rails entre vous, parce que machin a tel rail, un truc, un autre a tel rail, enfin, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut se rendre compte. Outre le fait que ça coûte plus cher aux travailleurs pour aller à leur boulot. En plus, il y a des logiques parfois d'éloignement vis-à-vis de leur lieu de travail des travailleurs. Donc si en plus, ça mène à des situations quand même de crise sociale. Hein, quand vous pouvez pas, vous devez gérer entre la bouffe, le transport pour aller au boulot, le logement et compagnie, ça peut mettre les travailleurs en colère. Hein. Donc je conseille à nos amis libéraux d'éviter d'avoir une situation de guerre civile dans leur pays, quoique ils s'en foutent un peu parce que la France est un hôtel. Hein. Ah oui, on a détruit l'idée de nation
et on veut détruire des classes et on veut détruire les pays dans lesquels, enfin, il pourrait y avoir un peu de contestation. Après, ils vont essayer de faire leur thune ailleurs, mais voilà, ils ont aucune, c'est des logiques de destruction. Ils ont quand même cité des accidents aussi liés à ces privatisations et à ces logiques. Voilà. Mais le train est un exemple. Mais si vous regardez une logique de réseau, vous pouvez même prendre les questions des communications, en fait, des télécommunications. Vous prenez l'exemple du changement d'opérateur, de changement de tarif d'opérateur, de forfait groupé ou non, et vous pouvez gagner ou perdre de l'argent selon les formules qu'on peut plus ou moins, sur lesquelles on ne vous renseigne pas forcément de changement d'opérateur ou non. Vous pouvez passer d'un prix au double entre les deux, entre deux forfaits de téléphone ou d'internet ou de ce genre de trucs. Et vous avez en plus, voilà, enfin, euh, en plus des problèmes de connexion. Euh, les logiques privées, c'est des logiques parfois qui sont assez imprévisibles. Ah bon, après, ça, le choix des consommateurs, il y en a certains qui nous disent oui, mais du coup, je peux faire chier une boîte en allant chez le concurrent, mais le concurrent va lui en. Bah, pas forcément, on va vous arnaquer à son tour, du coup. Potentiellement. Donc, si l'arnaque que vous avez eue chez un tel, vous pouvez l'avoir chez un autre. Et voilà, enfin, mais la connexion d'un opérateur à un autre, parfois, est mauvaise, en fait. En fonction de l'opérateur, demain, vous pouvez avoir des problèmes de connexion réseau qui sont liés à des problèmes de concurrence entre opérateurs des télécoms. Voilà, si on nationalisait tout ça, ça fonctionnerait mieux. Et si on en faisait un bon groupe service public, je vous dis, les télécommunications fonctionneraient mieux. Quand on n'aurait pas, en l'absence de ces logiques de concurrence. Ah oui, parce que nos amis qui aiment parler d'efficacité, le système libéral est par nature inefficace. Il est fait sur des logiques de concurrence qui n'ont pas de sens, sur des logiques d'accaparement, de privatisation qui empêchent d'avoir une cohérence d'ensemble lorsque vous avez des grands projets. C'est particulièrement visible lorsque vous avez des grands projets de réseau, de mise en réseau d'information, de transport, que ça merde en fait. Et la logique du privé ne fonctionne pas, est dysfonctionnelle à grande échelle. C'est un fait. Elle ne produit que du chaos. C'est très intéressant parce que là, le PRCF, ils ont bien illustré le truc. Là. Donc voilà, pour nos amis qui veulent se dire anticapitalistes tout en restant dans l'Union européenne, bon, ben, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous voulez rester dans une zone de. Enfin, ce qu'on voit dans, le, dans la logique de la, du rail, c'est à la fois une logique capitaliste, au sens propriétaire du terme, et au sens libéral, libre-échangiste. Je m'entends. C'est-à-dire que, bon, si on se base que sur la propriété, comme le font certains, et qui se pensent anticapitalistes, c'est une chose. Donc ça, c'est le problème avec le morcellement en plusieurs parties d'un réseau ferroviaire. Et vous avez la logique qui va avec, qui en découle, qui est celle de mise en concurrence. Je parle de libre-échange puisque, à l'échelle qui est censée être politique, alors si on l'interprète mal, on risque de nous dire que vouloir séparer les nations en plusieurs entités, ce serait du coup les laisser se concurrencer entre elles. C'est bon, c'est pas forcément faux, mais on va dire concurrence saine et non faussée. Mais moi je parle des économies. Et instaurer une zone de libre-échange dirigée par un truc qui n'est même pas élu et qui reçoit très souvent des lobbies du privé, des grandes entreprises privées, ce qui est hautement néolibéral, et qui en fait est une union douanière.
ça ne peut amener qu'au pire de la concurrence, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez le capitalisme au sens simplement propriétaire du terme, je possède une grosse entreprise ou une petite entreprise, voilà, avec une différence d'échelle dans l'exploitation qui peut venir d'une petite ou d'une grande, puisque le patron de PME et le patron d'une multinationale n'ont pas le même pouvoir sur leur employé et sur la société en général. Euh, mais voilà, c'est cette logique néolibérale, du coup, eh bien, son extension, c'est le libre-échange, c'est la libre concurrence. Et une union douanière, ça sert à ça. Ça consiste à détruire les frontières, détruire les souverainetés monétaires. Enfin, dans le cas européen, non seulement ça détruit les frontières, mais aussi les souverainetés monétaires. Ce qui diminue la capacité d'intervention de l'État. Et destruction des frontières, ça signifie flux de capitaux incontrôlés dans un sens comme d'un autre. Donc, les pires conséquences du capitalisme. Et la pire extension de la marchandisation de tout et de n'importe quoi. La puissance des États est flinguée quand vous avez cette mobilité-là d'un pays à un autre, des flux de capitaux. Et là, vous avez aussi la situation des travailleurs qui se détériore. Le pire, c'est que ça permet de les atomiser. Et que c'est le but. Le but, c'est de mettre en concurrence les travailleurs. Ça met en concurrence les entreprises et ce dogme libéral détruit la vie économique, sociale d'un pays. Et ça ne profite ni à l'économie d'un pays, ça profite certainement à des entreprises qui font de l'argent dessus, sur les deniers publics en l'occurrence. Donc peut-être qu'elles les investissent dans le machin et dans le truc. Bon. Ce que peut faire un État au passage d'investir. Mais ça détruit la vie quotidienne des citoyens. Et du coup, indirectement, l'économie. Puisque si vous n'avez plus des citoyens qui ont un niveau de vie correct, leur niveau d'études, leur niveau de formation, leur niveau leur santé en font des travailleurs manuels et qualifiés, manuels et intellectuels, moins performants, puisque quand vous êtes en bonne santé, que vous avez une bonne éducation, vous pouvez être un travailleur, que ce soit sur le plan manuel ou intellectuel, plus performant. Enfin, dans le cas manuel, il faut être en bonne santé, et dans le cas intellectuel, il faut à la fois être en bonne santé et avoir un bon niveau d'études et de formation. Enfin, quoique même dans les métiers manuels, il faut avoir une formation technique, et que dans une société technologiquement avancée, elle devient de plus en plus intellectuelle, cette formation, enfin, normalement, avec la mécanisation. Normalement, si on n'est pas un pays en déclin à cause de l'Union européenne. Mais c'est d'une parfaite illustration, le rail. Eux, ils ont réussi, les Britanniques, qui ne sont pas forcément les plus socialistes qui soient. Tous les Britanniques ne sont pas Galloway, hein, par exemple. Loin de là. À renationaliser des trucs. Nous, on ne peut pas le faire parce qu'on est dans l'Union européenne. Donc il faut quand même bien en prendre conscience. Et tous les mecs qui, sans être communistes, veulent défendre un peu de service public, un peu de social, il faut aussi leur mettre le nez devant leurs contradictions. Que ce soit les communistes ou les gaullistes ou les sociaux-démocrates ou nationalistes que vous croisez, si vous êtes un minimum attaché au service public et à l'intérêt commun, il y a même des gens de droite qui sont attachés au service public, parce qu'on est en France, et qu'il y a quelque part, c'est le patrimoine français, donc un droitard, pas macroniste, mais un peu nationaliste franchouillard, ne sera pas contre les services publics, parce qu'il y a quand même une petite fierté nationale, même si c'est le PC et qu'il n'est pas coco, qui est à l'origine d'une bonne partie de nos acquis sociaux, il va y tenir parce que ce sont des acquis sociaux français. Et en l'occurrence, oui, on a une histoire de lutte des classes en France, mais c'est aussi des choses qui, pour le citoyen lambda, qu'il soit de gauche ou de droite, font partie de sa vie quotidienne et de davantage non négligeables pour les prolos de gauche comme de droite. Alors, je précise, hein, on peut être social, on peut être attaché au bien-être social
à l'intérêt général sans être communiste, bien que si on est conséquent jusqu'au bout, si on va dans la conséquence de cela jusqu'au bout du truc, eh ben, il faut être communiste parce que le capital menace sans cesse l'intérêt collectif des travailleurs et du peuple en général. Voilà, pas que des travailleurs, aussi des précaires, des chômeurs, des étudiants, des travailleurs intellectuels et manuels, hein, j'entends. Voilà, enfin, des gens en général de l'état du pays. Voilà, donc on peut être, bah, il peut avoir, et on n'est pas obligé d'être de gauche pour être touché par le social, puisque voilà, enfin, il suffit juste de pas être un gros richard et de savoir et de vouloir avoir une vie un minimum correcte. Après, il y a des gens qui se font happer par des mensonges libéraux, voire libertariens, qui leur détruisent, alors que les conséquences de ces idéologies, c'est la destruction d'une bonne partie de leur qualité de vie, hein. Donc, après, le masochisme, ça existe, hein, vous savez. Hein, l'Union européenne, par exemple. Moi, je vais vous dire un truc, hein. À partir du moment où, dans vos candidats, vous avez des gens qui sont pour l'Union européenne, dans les candidats aux élections, vous ne votez pas pour eux. Ne votez pas pour des mecs qui sont favorables à l'Union européenne ou favorables à ce qu'on s'y soumette. Voilà. Votez pour des gens qui voudront en sortir, qui voudront retourner au franc, qui voudront en tout cas le retour d'une monnaie nationale, qui voudront le retour des frontières de la France. Et là, si vous êtes de gauche, votez pour des gens qui veulent la souveraineté. Parce que sans la souveraineté, vous n'aurez pas le social. Et inversement, si vous êtes de droite et que vous êtes attaché à la souveraineté, ne votez pas pour des ultra néolibéraux parce que ces gens-là vont juste vendre la France aux Américains, aux Anglais, aux Allemands ou à que sais-je encore. On pourrait même dire aux Japonais, aux Coréens, peut-être aux Chinois, même si c'est assez ironique, étant donné qu'ils s'imaginent un couteau entre les dents quand ils parlent au chinois, alors que, semble-t-il, ce sont les pires des capitalistes, semble-t-il, mais avec un couteau entre les dents. Enfin, c'est ça le paradoxe de notre époque, c'est la Chine. Sont-ils capitalistes? Sont-ils coco? Enfin, ils m'ont pas l'air d'être coco, personnellement. Bon. Soutien critique contre l'impérialisme américain. Mais bon. Mais votez pas pour des européistes, votez pas pour des eurolâtres. Par exemple, vous ne votez ni Bardella, ni Manon Aubry, par exemple. Parce que ces gens-là, ce sont des gens... Bardella, c'est quelqu'un qui se dit patriote européen, ce qui n'a aucun sens. Il nous fait du macronisme version bleu-blanc-rouge. Et Manon Aubry, c'est une personne qui croit une réforme sociale de l'Union européenne. Je ne pense pas que vous puissiez faire quoi que ce soit. Enfin, personnellement, à défaut que le PRCF, de pouvoir voter pour le PRCF, puisqu'il n'est pas présent aux élections, moi je ne suis pas abstentionniste, je vote utile. Je voterai soit, aux prochaines élections, moi je voterai soit Asselineau, soit Kuzmanovic, enfin la République souveraine. Soit UPR, soit République souveraine. Sauf si peut-être le PRCF se représente aux élections. Voilà. Mais je ne voterai pas pour un candidat qui me dit qu'il va vouloir rester dans l'Union européenne et que l'Union européenne est notre ami. Hein. L'Union européenne, comme vous le voyez, détruit les services publics, en l'occurrence un service public qui est le transport. Il faut que les transports redeviennent un service public. Par ailleurs, surtout si on nous fait des leçons sur l'écologie et surtout si on doit défendre et sur le travail aussi, parce que les travailleurs, ils ont besoin de... tout le monde n'a pas une voiture. Ça a un coût en plus, une voiture. Et quand on nous parle d'écologie, bon, le meilleur moyen de lutter en faveur de l'écologie, c'est d'avoir des transports en commun gratuits, donc des services publics de transport, et pas que ce soit entre les mains des privés. Et pourtant, là, je me mets, vous voyez, moi, je me mets à apprécier la Grande-Bretagne. C'est rare. Je ne suis pas un grand anglophile de nature. J'associe un peu l'Angleterre à son histoire impérialiste et libérale. Et ce n'est pas vraiment un pays dans lequel
estiment partager les valeurs. C'est encore une monarchie. Ils ont une église anglicane au pouvoir. Ils ont un modèle communautariste de la société. Moi, je défends par opposition l'inverse, le modèle français, républicain, laïque, universaliste, voilà, social. Mais nous n'avons pas notre souveraineté. Et donc, nous ne pouvons même pas donner de leçons aux Anglais quand nous sommes sous la tutelle de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, sous la tutelle de Bruxelles et de Washington. Nous ne pouvons même pas donner de leçons sociales aux Anglais. Ils arriveraient à être moins libérales que nous, à force. À être moins libéraux que nous, à force. Ce qui n'est pas un indice positif pour la France. Ce qui n'est pas une chose positive pour la France. C'est que les Anglais soient plus sociaux, moins libéraux que nous. Vous imaginez, nous devenons anglais et les Anglais deviennent français. Quelle horreur. Bon, pas pour la bouffe apparemment, mais bon, on pourrait devenir moins... Le patrimoine culinaire aussi peut être menacé. Le patrimoine agricole l'est déjà. Le patrimoine agricole et rural de notre pays. Les agriculteurs finissent au bout d'une corde. En bonne partie aussi à cause de l'Union européenne. Le ferroviaire n'est pas le seul exemple de destruction de notre pays par l'Union européenne. Il y en a d'autres. Il y a, certes, le ferroviaire, mais il y a aussi l'énergie, les transports, la monnaie, la laïcité, quand on a des campagnes pro-hijab faites par l'Union européenne, l'agriculture, etc., etc. Si on veut réellement devenir un pays fidèle à ses valeurs républicaines et sociales, nous devons sortir de l'Union européenne. Et donc lutter contre les macronistes. À titre personnel, pour le PRCF qui nous parle de LFI comme s'il y avait encore quelques souverainistes, peut-être par-ci par-là, moi je dirais qu'il y en a au PS, peut-être un peu à LFI, mais je dirais que nous sommes atomisés et qu'il faut entreprendre le dialogue même avec des membres du Rassemblement national, tout comme avec des membres du l'UPR, de République souveraine, du PRCF, de lutte ouvrière. Peut-être qu'on peut trouver des mecs qui seraient souverainistes. En tout cas, on peut trouver des gens qui sont sur une ligne de défense sincère des ouvriers à lutte ouvrière, donc pourquoi pas. Allez un peu voir les individus, ce qu'ils pensent. Il y a des tendances dans les partis. Il est sûr que ELV, déjà, ça porte la poisse. Il y a Europe dans le nom. Puis il y a Vert. Et puis ça a été fondé par le pédophile Cohn-Bendit. Ce qui on dit long sur la dégueulasserie du libéral, libertaire du truc. Donc c'est-à-dire que c'est un parti de petits bourgeois, ELV. LFI devient un parti de petits bourgeois aussi. Il faut essayer de renouer dialogue avec les classes populaires, au-delà des partis politiques. C'est-à-dire qu'il faut, à terme, reconstruire un vrai parti communiste. À titre personnel, je trouve que le PRCF et République souveraine sont des organes intéressants. Pour autant, j'estime qu'elles ne sont pas parfaites. Après, on peut me dire que prends ta carte, camarade, rentre dans les partis, voilà, rentre au PCF, tu vas ramener la voix. Bon, non, je serai minoritaire. Et les rares souverainistes qui y sont, peut-être peuvent-ils s'entendre entre eux, s'organiser suffisamment pour lutter contre les ordures. Désolé, mais les ordures qui veulent qu'on reste dans l'Union européenne, ce sont des sociaux-libéraux. Vous avez des trotskistes, en tant que gauchistes, qui détestent la nation par principe. Eux, ils se croient révolutionnaires quand ils font ça, les trotskistes et les anarchistes, les anarcho-trotskistes, on va dire. Et c'est moins des ordures, peut-être, parce que c'est plus des imbéciles. Les eurocommunistes, c'est-à-dire des gens qui sont euro et entre guillemets communistes, parce que tu peux pas être européiste et communiste. L'Union européenne est par définition anti-communiste. Ce qu'on appelle eurocommunistes, ce sont des ennemis du communisme. Ce sont des anti-léninistes, ce sont des anti-républicains farouches,
Et ce sont des gens qui ne veulent que vendre la France aux intérêts américains et européens, anglais et allemands. Enfin allemands, enfin, peut-être pas trop anglais, mais anglo-saxons, on va dire. À des intérêts privés. En l'occurrence, des intérêts privés étrangers qui détestent la France. Bon, je citais des exemples de pays que sont l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis, qui ne sont pas les pays les plus francophiles qui soient. Et nous devons, si nous devons reconstruire un vrai parti communiste, il doit être patriote, républicain, laïque, souverainiste, matérialiste, pas au sens dogmatique d'avoir une théorie de l'histoire toute faite sur un finalisme historique, qui au final n'est pas plus matérialiste que ça, mais reprendre l'idéalisme hegelien, quelque part, sans vouloir le rendre matérialiste, mais matérialiste qui consiste à prendre les choses sur la base de la matière. Un matérialisme assez basique, qui considère la matière les choses pour ce qu'elles sont, qui considère les faits, qui considère les faits matériels, et qui considère que la matière précède l'idée, c'est-à-dire que les idées viennent de la matière et non l'inverse. C'est ça le matérialisme. Universaliste, évidemment, pas les trucs communautaristes à la con, et opposé à toutes les conneries postmodernes qui, de toute façon, ne rassemblent pas les classes populaires. Et donc, pour reconstituer un vrai parti communiste, il faut parler à l'ensemble des Français, au-delà des partis politiques existants aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à parler à des gens de les patriotes, de Philippot, même si c'est une formation politique qu'on peut estimer un peu spéciale, à parler à des gens du Rassemblement national qui sont assez majoritaires en politique, donc il faut en saisir le pourquoi et essayer de voir comment on peut ramener des déçus de ces partis-là vers la gauche, à parler à des gens du PCF qui sont encore réellement communistes, souverainistes, républicains, ouais. À des mecs de LFI qui peuvent être dégoûtés par les conneries qui s'y passent, ou qui peuvent être sur une ligne Frexit dure et une ligne sociale sincère, mais bon, peut-être qu'il faut éviter les islamistes parmi eux, et les indigénistes, ou les ultra-intersectionnels qui font de la cancel culture et de l'inquisition pour tous ceux qui pensent pas comme eux, mais qui par ailleurs aiment bien critiquer les communistes comme étant d'horribles staliniens, alors que ces sociolibéraux sont, sur les questions sociétales, censurent les gens qui ne pensent pas comme eux. Tous ceux qu'ils considèrent comme conservateurs, ils les considèrent comme fascistes. Bon. En ayant le fou du progressisme et du conservatisme. Oui, peut-être des déçus du PS, mais encore. Ouais, ils sont peut-être passés au Rassemblement National comme certains déçus du PCF, quoique certains vont partir. Les apolitiques, évidemment. Encore faut-il tomber sur des gens, enfin les partisans plus que les apolitiques. Encore faut-il tomber sur des gens qui ont la culture politique, mais il faut les former. Il faut avoir des gens qui les forment, et ça c'est pas forcément facile à trouver, parce que avoir un individu qui connaisse la théorie marxiste ou les théories politiques diverses et variées du socialisme et une certaine culture politique, c'est différent d'en avoir 10 individus comme ça. Et face au défi de la reconstruction d'un parti communiste, il ne faudra pas seulement un intellectuel, ou 2, 3, 4. Il faudra il faudra des cadres bien formés. Il faut bien s'en rendre compte. Puis il y a des gens qui sont formés à un domaine et pas à un autre. Bon. Donc voilà, cet exemple de renationalisation des trains, eh bien, doit nous pousser à réfléchir sur l'avenir du communisme en France. Je rappelle que Lénine était revenu en Russie de son exil en train. Je rappelle que le train a une symbolique importante dans la révolution russe, quand même, pendant la guerre civile notamment, avec le train blindé, dans lequel il y avait, c'est devenu un traître plus tard, mais il y avait Trotsky qui était tête de l'armée rouge, qui se baladait en train blindé. Après, il a trahi, je serais limite en train de dire que heureusement qu'il n'était pas blindé face à Mercader, tellement ce mec-là a trahi. Sans vouloir inciter. Je considère quand même qu'il faut dialoguer avec des trotskistes pour essayer de voir si on peut les raisonner. Pour qu'ils sortent de leur dogme
disons, délétères pour le mouvement ouvrier. Parce qu'il y a de bonnes personnes, malgré tout. Malgré le fait que le trotskisme soit une mauvaise théorie, il y a de braves types qui sont trotskistes. Comme il y a malgré le fait que le RN soit un mauvais parti, et soit un parti qui soit du côté du pouvoir, qui soit du côté du capital, il y a des braves gens prolos qui se retrouvent pas tellement dans la gauche, mais qui pourraient s'y retrouver éventuellement dans une gauche sociale, et ben, à qui il faut reparler et qu'il faut discuter avec eux. Même si on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux pour discuter. Justement, c'est le but d'une conversation. C'est de pouvoir voir si on peut évoluer, produire quelque chose de nouveau. Voilà donc. Et le train, bon, c'est ce qui a permis la modernisation, l'industrialisation de pays de la France, de l'Angleterre, au 19e siècle, en fait. Donc, vous ne pouvez pas délier le train de la révolution industrielle. Voilà. Ce serait que pour des raisons logistiques, de ressources, ou même de transport de personnes, puisque bon, le transport, les ressources, trimballer des ressources sans les personnes, bon, il faut des personnes aussi pour les gérer, ces ressources, et pour encadrer, travailler, bon, bref. Et concevoir des trucs, trimballer des ingénieurs, des ouvriers, des scientifiques d'un lieu à un autre, ça exige de pouvoir avoir un mode de transport efficace. Voilà. Donc voilà. Sur ce, camarades et citoyens, raison, égalité, solidarité et la mort, nous vaincrons.